Alors, bienvenue dans cette 11e édition de Ma RH Bien-Aimée. Je suis vraiment contente de t'accueillir dans cette édition. Aujourd'hui, donc Ma RH Bien-Aimée, déjà, c'est ton rendez-vous du vendredi où on parle ressources humaines, gestion des ressources humaines, management et aussi bien-être dans ta vie professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler racisme en entreprise. Alors, c'est un sujet qui visiblement est un non-sujet parce que j'étais assez sidérée au vu des événements récents, du silence, pas assourdissant, mais quand même du silence qui a régné sur les réseaux sociaux professionnels, comme si en fait le racisme, ça se passait dans la rue et qui s'arrêtait en fait aux portes de l'entreprise. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et ça fait partie des raisons qui m'ont donné envie d'en parler. C'est un sujet sensible aussi pour moi parce que je suis concernée et que c'est la première fois que j'en parle dans un environnement non privé. Je suis à la fois super excitée de faire ce live et totalement flippée. Maintenant, c'est dit. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Christelle Rosinet de Graines Avocats. Je suis consultante en ressources humaines et en évolution professionnelle. Ce qui veut dire que mon travail, c'est d'accompagner les organisations, mais aussi des individus qui constituent ces organisations, donc toi et moi, de façon à créer les conditions de leur développement, de leur succès à long terme. Et tout ça en partant de qui ils sont, de leur ADN et de ce qui fait leur talent, leur force pour pouvoir construire une réussite à leur image. Alors, du coup, on va parler racisme en entreprise. Déjà, si y a des choses qui te parlent, même à chaud comme ça, sans que je t'en ai dit plus, n'hésite pas à me le dire dans la barre de chat ou sous la vidéo, quel que soit l'endroit où tu me regardes et que tu sois en replay ou en direct avec moi. Alors, avant de démarrer, j'ai envie de poser déjà quelques éléments par rapport au cadre que j'ai choisi pour ce live. Ce live n'a pas vocation à, comment dire, te rappeler le cadre légal ou, faire une redite sur le cadre légal. Il y a des ressources qui sont extrêmement bien faites sur ce que dit la loi par rapport au racisme et aux discriminations sur le lieu de travail de façon générale. Ces ressources sont facilement accessibles et donc moi, je n'aurais pas de valeur ajoutée à venir en parler de nouveau. D'ailleurs, j'ai mis quelques liens dans la descriptive de la vidéo sur Facebook et je remettrai ça quand je posterai la vidéo replay sur ma chaîne YouTube. Je n'ai pas non plus envie de te donner une définition universelle du racisme ou de ce que devrait être de ce qu'est un bon cadre de travail ou un cadre de travail idéal. Selon moi, c'est quelque chose qui se définit en fonction de tes besoins à toi et aussi du contexte spécifique dans lequel tu interviens et donc de ton employeur. Je n'ai pas envie non plus de te dire comment réagir très exactement, de te donner comme une checklist de ce que tu dois cocher pour savoir, oui, ça c'est une situation de racisme et donc je dois réagir de telle ou telle façon. Il y a des ressources qui sont aussi bien faites et très intéressantes, comme par exemple ce que propose Marie Da Silva, qui est une coach pour les personnes racisées. Bon, je n'aime pas le terme, mais pour les personnes racisées, et qui permet justement de réagir dans l'urgence face à une situation de harcèlement, de racisme, de sexisme, bref, d'agression, quelle qu'elle soit, sur le lieu de travail. Pareil, j'ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Va voir ce que fait Marie Da Silva. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'elle donne des éléments concrets pour réagir maintenant. Du coup, ça m'amène à parler de ce que j'ai envie d'aborder dans le live. Moi, j'ai envie d'aborder l'après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas
et comment on fait pour faire différemment. Donc l'idée, pendant le live, c'est de te donner des clés pour que toi, tu te crées ton propre référentiel et de te permettre de comprendre en quoi tu es concerné et de réfléchir à ce que toi, tu peux faire maintenant avec ce que tu as à ta disposition là, présentement. Parce que, je le dis souvent pendant les lives, mais l'idée, c'est que chacun fasse sa part. Parce que dans une relation, donc qu'elle soit professionnelle ou pas, à partir du moment, et quand je dis relation, c'est à partir du moment où tu rentres en interaction avec quelqu'un d'autre, vous êtes en relation. Donc dans une relation, c'est pas, comment dire, c'est pas une personne qui porte la relation. Donc chacun met des choses dans cette relation, de façon consciente ou pas, et c'est ce que chacun met dans la relation qui fait la relation. Donc, si on veut que la relation change, il faut que chacun change ce qu'il y met. J'espère que c'est clair. N'hésite pas à réagir pour me dire comment ce que je dis te parle. Je vais regarder de temps en temps sur Facebook comment ça se passe, mais je vais le faire tout à l'heure. Donc, tu l'auras compris, je ne vais pas parler de racisme violent au sens physique du terme, parce que là, on tombe réellement et de façon très visible sous le coup de la loi. Et comme je disais, il y a des ressources qui expliquent la marche à suivre et des relais intéressants dans ce type de cas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en amont, en fait. Quels sont tous ces petits comportements qui reviennent au quotidien et qui rendent possible, en fait, qui valident les croyances, conscientes ou pas, qui rendent possible les actes plus criants, comme le crachat au visage, par exemple, ou l'injure purement raciste. Alors, à quel petit comportement je fais allusion? Par exemple, une amie m'en a parlé hier soir, le fait que, par exemple, dans son ancienne boîte, qui était un grand groupe familial français, le fait que tous les matins, le directeur de la boîte, le PDG de la boîte, salue tout le monde sur le plateau, sauf les personnes noires et arabes. Tous les matins, au vu de tous et sans que personne ne bronche. Ça, pour moi, ça fait partie de ces petits comportements qui viennent infuser en fait des croyances et comment dire, c'est une façon, en tout cas moi je le lis comme une façon de nier l'existence en fait de ces personnes, puisqu'on les ignore tous les matins, ils n'ont pas le droit d'être salués par le PDG. Et du coup, si le PDG lui-même nie l'existence en fait de ces personnes tous les matins, devant tout le reste du plateau, comment les autres membres du plateau pourraient ne pas se sentir autorisés, eux aussi, à leur tour, à ne pas nier en fait ces personnes. Et pour celles qui sont concernées et qui acceptent d'être niées de la sorte, comment se battre pour ces idées, comment prendre position, etc. au quotidien, quand tous les matins, ton PDG te dit de façon plus ou moins directe que tu n'existes pas. C'est une lecture, en tout cas c'est ma lecture de la situation, il peut y en avoir d'autres, mais voilà, moi c'est ce que j'ai envie de t'apporter. Et donc pour moi le plus important, ce n'est pas de savoir si on est dans du racisme, si telle ou telle personne est raciste, c'est vraiment pas ça le plus important pour moi. C'est ce qui compte, c'est de mettre le doigt en fait sur les comportements qui vont cibler une différence et en faire un argument pour dénigrer quelqu'un, dénigrer de façon plus ou moins consciente et avec ou pas la volonté de nuire en fait. C'est le type de comportement qui, moi, m'a le plus interpellée en entreprise
et face auquel je me suis le plus sentie démunie, en fait. Et quand je dis dénigrer une personne, ça veut dire faire des blagues, ça veut dire, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple? Oui, ça veut dire présumer de la compétence ou de l'incompétence de quelqu'un en partant de sa couleur de peau ou de sa religion ou de son sexe. Bref, en fait, se servir de quelque chose de l'ordre de l'apparence physique, par exemple, pour en déduire des comportements ou des comportements présumés sur cette personne et en faire en fait un argument qui permet de sous-estimer ou de rabaisser cette personne. Et je le répète, que ce soit fait de façon consciente ou pas, et avec la volonté de nuire ou pas. Et donc, tu l'auras compris, ce que je dis, donc ma porte d'entrée, c'est le racisme, mais ce que je dis s'applique totalement à la question du sexisme, à la question du genre, à la question de la religion, bref, à toutes les différences et donc tous les motifs de discrimination non tolérés en entreprise, ça c'est la loi qui le dit, euh, et, qui ont, et qui ont quand même cours aujourd'hui. Je prends la porte d'entrée du racisme parce que ça me touche personnellement, mais aussi parce qu'aujourd'hui, en 2020, je constate qu'il y a une certaine sensibilisation, ne nous emballons pas, une certaine sensibilisation par rapport à un certain nombre de différences, comme le handicap, le sexisme, etc. Et donc, il y a une tolérance au fait d'aborder ce sujet-là, où on est plus ou moins sensible au fait de les aborder, mais sur la question du racisme, le rapport n'est pas le même dans le sens où il y a cette croyance que le racisme, ça n'existe plus et que ça existait du temps de nos grands-parents, du temps de nos parents à la limite, mais ça n'existe plus. Et il y a comme aussi une lassitude d'en parler. Et justement, j'échangeais ce matin avec une connaissance blanche sur le sujet qui me disait que c'était plus simple pour elle, plus naturel, il y avait plus de proximité pour elle pour s'identifier sur des thématiques liées au sexisme. C'est une femme. Et en fait, pour comprendre ce que je lui disais par rapport au racisme, elle passait par des exemples qui sont liés au sexisme pour pouvoir comprendre l'impact, en fait. Mais effectivement, pour elle, c'était compliqué de s'identifier ou de se sentir concernée quand je lui parlais de choses purement raciales. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté autour de moi quand j'en parle avec des personnes qui ne sont pas des personnes blanches, en fait. Je cherchais une façon élégante de le dire, mais ça aussi, les mots ont leur importance. On parle de personnes racisées aujourd'hui, on parle facilement de black et pas de noir. On a des mots en français, utilisons-les. Et surtout, moi je le vois comme une façon de tourner autour du pot, en fait, parce qu'on parle du problème mais sans le nommer. Alors non pas que je sois en train de dire que le problème ce sont les Noirs, mais ce que je veux dire c'est quand on aborde ces sujets, c'est la question du racisme, en fait très vite on constate que ça, j'ai pas envie de dire que ça oppose, mais c'est ce que ça fait, mais ça crée une distinction entre les blancs et ceux qui ne sont pas blancs, en fait. Et c'est ce rapport-là qui, selon moi, est intéressant d'aller regarder. Parce qu'on parle des personnes racisées, à l'époque on parlait des minorités visibles, mais le sujet de fond, c'est
le rapport entre les blancs et les non-blancs. Donc, ne soyez pas étonnés. Ne sois pas étonné si je parle de non-blanc et de blanc pendant ce live. Donc, tout ça étant posé, pour moi, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience. C'est l'étape à laquelle on est, c'est ce dont on parle dans les médias en ce moment, c'est prendre conscience. Donc, se rendre compte que le problème existe encore ou que le problème existe et de prendre, de mesurer ses contours, de lui donner, ouais, c'est ça, de lui donner, de le rendre palpable. Alors, comment on fait ça? Je vais juste regarder un petit instant sur Facebook. Alors, Facebook, donc oui, c'est bon, ça fonctionne. Ok, ça marche. Il n'y a pas de commentaires pour le moment. Okay. Donc, justement, je disais qu'il y avait les blancs et les non-blancs. Et donc, pour moi, la première étape, c'est que les blancs prennent conscience, en fait, qu'il y a un sujet et que ce sujet les concerne directement et pas indirectement en tant que dommage collatéral, etc. Non, les blancs sont concernés par la question du racisme. Pourquoi je dis ça? Ils sont concernés, selon moi, à 2 titres évidents, en tout cas pour moi. Le premier, c'est parce que souvent, ce sont les blancs qui vont créer des situations où des personnes non blanches vont se sentir en difficulté. Alors, quand je dis ça, je me dis, bon, c'est pas vrai de façon aussi systématique, parce que des fois, des personnes non blanches créent ces mêmes situations. Mais ce que je veux dire, c'est ils jouent un rôle, en fait, dans ces situations, qu'ils soient la personne qui crée la situation ou qui assiste, en fait, à la situation. Et quelle que soit en fait la position, qu'on soit acteur ou témoin silencieux, le fait qu'on intervienne en fait dans cette situation, et je dis bien on parce que moi aussi j'ai été par exemple témoin de situations et une témoin silencieuse, et du coup j'ai contribué à ce qui se jouait. Et donc, parce que le silence, en fait, dans ces situations-là, c'est un silence qui isole la personne qui est ciblée. C'est un silence qui va abîmer la relation, en fait, éroder la relation de travail, puisque là, on est sur le lieu de travail. Et c'est aussi un silence qui, au final, ne profite à personne à long terme et encore moins à l'entreprise, en fait, puisqu'elle va favoriser un entre-soi qui n'est pas... qui, en tout cas à long terme, ne profite pas à la créativité ou au développement ou au renouvellement des idées. Et également parce que on l'a vu par exemple avec le cas du slip français qui affichait en fait des valeurs humaines très fortes et qui a été rattrapé par l'affaire je ne sais plus si c'était une blackface, bref, un événement de ce type où il y a une personne qui représentait en plus l'entreprise, alors pas dans ce cadre-là, mais qui est une personne du management de l'entreprise qui, qui a eu un comportement qui n'était pas raccord avec les valeurs défendues par l'entreprise. Et donc, quand une entreprise se retrouve à devoir gérer en fait un décalage entre l'image et les valeurs qu'elle défend et ce qui se passe en fait, que ce soit en interne ou sur les prises de position privées de ses collaborateurs,
on a du mal à réconcilier les deux. Et pour le coup, dans le cas du site français, où le marketing de cette marque est très construit autour des valeurs fortes, ben là, ça pose un réel problème et ça a surtout un impact direct sur le chiffre d'affaires. Du coup, on parle par exemple beaucoup de privilèges blancs. Alors, si tu n'as jamais entendu parler du privilège blanc, je t'invite à lire la tribune, par exemple, de Virginie Despentes. Je l'ai mise en lien sous la vidéo Facebook. Et comme je vois que je ne suis pas toute seule sur Zoom, je vais remettre toutes les ressources sur Zoom. Pas de raison. Oh non, je ne peux pas copier. Bon. Bon, ça ne marche pas, je le ferai après alors. Et donc, du coup, la première étape, c'est juste de t'informer en fait, de t'informer, d'observer et surtout d'accepter, d'écouter. Parce que tout à l'heure, je parlais des comportements qui vont de façon insidieuse et implicite valider comment ça s'appelle, des croyances sur une différence de traitement qui serait acceptable entre les blancs et les non-blancs. Le fait de ne pas écouter ou de refuser d'écouter, ça vient aussi en fait contribuer à ces croyances-là. Quand quelqu'un exprime son malaise par rapport à une situation et qu'on lui dit mais non, c'est l'humour, son humour est un peu particulier, ou qu'on lui dit mais non, mais c'est pas grave, tu te fais des films ou te prends pas la tête pour ça. C'est renier en fait le ressenti de cette personne, et du coup c'est mettre tout ce que cette personne fait remonter sous le tapis, et du coup comment dire, on occulte la première étape qui est la prise de conscience en fait. Il y a quelque chose qui pose problème, et la réaction c'est de dire non, j'ai pas envie de regarder, mettons ça de côté. Accepter d'écouter, ça veut pas dire savoir quoi faire, ni savoir comment gérer derrière, c'est juste écouter en fait, accepter d'accueillir que il y a une situation qui met en difficulté. Et pour l'avoir vécu, c'est très inconfortable à la fois de livrer son ressenti, mais c'est aussi très inconfortable de l'accueillir quand on se sent peut-être jugé, etc. Par exemple, ce matin, dans mon échange avec ma connaissance, elle me prenait l'exemple d'une collègue, donc, il y a quelques années, qui est arabe, et qui lui avait remonté, écoute, je trouve que tel ou tel comportement dans la session qu'on a animée, c'était un peu, c'était limite raciste en fait. Et en face, la réaction donc, de ma connaissance qui est blanche, ça a été de lui dire mais non, mais le racisme, ça n'existe plus. Vraiment dans une démarche de bienveillance et pour rassurer en fait sa collègue. Mais même si les intentions étaient louables, pardon, le résultat c'est qu'en fait en faisant ça, on nie le ressenti de l'autre, et que du coup, si ça se trouve, l'autre, elle ne l'exprimera plus parce que c'est déjà un geste de confiance, et il faut déjà qu'il y ait un cadre de confiance qui ait été instauré pour que la personne puisse se confier. Oui, c'est ça.
prise de conscience, donc je disais prise de conscience du côté des personnes blanches, mais aussi prise de conscience du côté des personnes non blanches, en fait. Et ça, je pense qu'on n'insiste pas assez dessus, parce que, en tant que personne ciblée par des comportements qui nous mettent mal à l'aise ou qui nous mettent en colère ou qu'on juge insupportables, ne pas, poser ses limites, ne pas, éduquer, et quand je dis éduquer, c'est poser, en posant les limites, hem, accepter, courber les chines, et je suis la première à l'avoir fait, ça ne sert personne, et à commencer par soi, en fait. Hem, je parle souvent de responsabilité individuelle, mais là, elle prend tout son sens, en fait. Heu, Être responsable, c'est assumer, sa responsabilité en disant ce qui ne va pas ou ce qui nous dérange. Il ne s'agit pas forcément de taper du poing sur la table, et oui, je sais que c'est un risque de ne pas se faire embaucher, c'est un risque de se faire, licencier, mais auquel cas ce serait a priori un licenciement, ben, qui serait sans cause réelle et sérieuse et qui du coup serait invalide. Mais oui, c'est accepter d'aller au-devant, de rejets et cetera. Mais, je pense qu'il est temps, enfin comment dire? Si, je sais plus, j'avais parlé d'une citation qui est attribuée à Einstein, «La folie, c'est, continuer à faire la même chose en espérant avoir des résultats différents». Donc si on veut changer, si on veut que les choses bougent, il faut tenter des choses différentes, en fait. Hem Et par exemple, le fait que je fasse ce live aujourd'hui, ben, c'est ma façon à moi de faire ma part. Hem C'est aussi prendre conscience que, chacun est responsable de comment il s'exprime et de ce qu'il exprime, donc la forme et le fond, mais on n'est aucunement responsable de comment l'autre reçoit, en fait, ce qui est dit. Et donc ne pas s'exprimer pour ne pas faire perdre la face, pour ne pas mettre mal à l'aise, et cetera, c'est prendre, en fait, une charge qui ne nous appartient pas. Et typiquement je parle sur tous les petits comportements dont je parlais, ça peut être, par exemple, quand on dit, «Oui, les personnes comme toi». «Oui, j'aime bien les personnes comme toi» ou «les noirs comme toi». Heu, bon, c'est une phrase qui, moi, m'interpelle ou me met mal à l'aise. Avant, je laissais courir, en fait. Je me disais: «Bon, Christelle, te prends pas le chou». Mais aujourd'hui, moi, je demande, en fait. Plutôt que de rester, moi, avec ce truc, entre 2, je ne sais pas ce que ça veut dire, et de me faire des films sur ce que la personne a voulu dire, plutôt que de ne pas interpeller, en fait, la personne en face qui, peut-être, a des a priori sur, ce que je représente à ses yeux, ben, je lui demande: «Ben, ça veut dire quoi, en fait, les personnes comme moi?» Et j'essaie de ne pas être dans une posture agressive non plus, mais juste, ben, précise-moi ce que tu veux dire par là, en fait. Et moi, ça me permet de déjà me soulager en évacuant, ce malaise, et soit, en fait, c'est juste, oui, ben, quelqu'un, qui a le même parcours que toi, c'est-à-dire qui a fait tel type d'études et cetera. Soit ça veut effectivement dire, bah, les noirs, comme toi, et du coup ça veut dire quoi et cetera, et on peut ouvrir la discussion. Et parfois ça m'est arrivé, en fait, de permettre à la personne de se rendre compte qu'elle avait un a priori, et de pouvoir en discuter, en fait, tout simplement. Mais ce qui me paraît important dans cette phase de prise de conscience, c'est à la fois, en fait, de libérer la parole et d'autoriser l'écoute. Les 2 en fait, bah, l'un sans l'autre, c'est compliqué, et les 2 c'est ce qui permet, en fait, de renouer la relation et de faire en sorte qu'il y ait un dialogue qui soit possible entre tous. Alors je ne sais pas, comment ça vous parle, tout ce que je dis? Je regarde en même temps sur Facebook, hein, s'il y a des commentaires. Non.
Voilà, si sur Zoom, pareil, il y a des réactions, n'hésite pas. Hem Et du coup, on parle beaucoup de représentativité, d'inclusion, et de déconstruction en ce moment. Ce sont des mots qui ont tout leur sens, en fait, dans cette démarche de prise de conscience. Et pour moi, c'est quelque chose qui se fait à la fois, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Le fait de ne pas être purement dans la réaction, et quand je dis réaction, c'est à la fois pour la personne qui est ciblée par un comportement raciste, donc rentrer dans une forme de défiance vis-à-vis des Blancs ou de racisme envers les Blancs. Ça peut être en termes de réaction, pour quelqu'un qui témoin ou qui a un comportement raciste, ça peut être la minimisation, la banalisation, l'indifférence, la colère, etc. C'est savoir aussi regarder la réaction naturelle qu'on a et décider de ce qu'on fait. Est-ce que je décide de minimiser parce que ça m'arrange, pour ne pas regarder le fait que moi je sois, comment dire, que moi j'ai un comportement raciste, ou est-ce que j'accepte de regarder ça, de comprendre ce qui se passe et de faire autrement en fait. Et justement, cette prise de conscience permet d'engager l'étape suivante, c'est-à-dire se demander par quoi on remplace ce type de croyance, ce type de comportement, et pas juste d'être dans il y a du racisme, donc on passe dans l'extrême inverse, les races, ça n'existe pas et je ne vois pas que tu es noir. Moi, personnellement, si quelqu'un me dit, oui, les noirs et les blancs, ça n'existe pas, moi je vois juste que tu es une femme, pour moi, cette personne devrait aller voir un ophtalmo, quoi. Quand on me regarde, l'une des premières choses qu'on peut constater, c'est que je suis noire. Ma peau, elle est noire, en fait. Donc, si on ne le voit pas, c'est qu'on a un problème de vue. Et donc, sortir de la réaction et se demander par quoi on remplace les choses, vers quoi on veut aller, et ensuite pour voir comment on fait, en fait, quel chemin on prend et par quoi on commence, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Justement, quand on parle de comment on fait, moi j'ai envie d'aller regarder précisément, enfin pas précisément, mais dans le cas de l'employeur, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans ce live sur un focus sur le racisme en entreprise. Comment ça se passe en fait quand un employeur constate en fait, des comportements racistes, ou en tout cas un malaise lié au racisme dans son enceinte. Pour moi, la première étape, c'est de créer des espaces d'échange. Comme je le disais tout à l'heure, la parole et l'écoute, pour moi, sont des éléments clés dans cette démarche. Créer des espaces d'échange, oui, mais pour que ça fonctionne, il y a des prérequis. Les prérequis, c'est quoi? C'est cette notion de responsabilité individuelle et collective, la sécurité, donc créer un espace où chacun se sent en sécurité et oui, en sécurité pour pouvoir s'exprimer, et créer un contexte d'autorisation, c'est-à-dire un contexte d'ouverture où chacun se sent à l'aise pour partager ce qu'il a à dire. Donc, que ce soit la victime présumée, mais aussi la personne, l'agresseur présumé, même si voilà, ce n'est pas le terme qui me paraît le plus adapté. C'est vraiment pouvoir libérer cette parole et créer un cadre en fait qui valide ça. Ça peut être par des petits groupes, ça peut être en proposant des ateliers de théâtre. Bref, il existe plein de méthodes ou de biais pour pouvoir libérer la parole en entreprise et ailleurs aussi d'ailleurs. Ces prérequis permettent en fait de préciser
ou de redéfinir le cadre. Qu'est-ce que j'entends par le cadre? Ce sont les règles du jeu. Pour moi, en tant qu'employeur, l'entreprise est garante du cadre de travail, du cadre dans lequel les collaborateurs et collaboratrices viennent tous les jours travailler. Et donc, c'est à l'employeur qu'il revient de fixer les règles du jeu, c'est-à-dire ce qui est autorisé et ce qui n'est pas toléré dans ce cadre-là. Et donc, l'idée, c'est de définir des règles du jeu, idéalement en incluant les personnes qui ont été ciblées par des comportements racistes, de façon à ce que, comment dire, on prenne réellement en compte leur point de vue, mais surtout, quel que soit le cadre qui est défini ou redéfini, il faut l'appliquer pour de vrai, en fait. Parce que souvent, on définit les règles du jeu, mais elles ne sont pas appliquées pour de vrai. Qu'est-ce que j'entends par appliquer pour de vrai? C'est ben, ce qui est admis, ce qui n'est pas toléré, derrière, s'il y a des comportements qui ne sont pas, qui ne rentrent pas dans les clous, il faut les sanctionner. Et la question de la sanction, on est souvent très mal à l'aise en fait avec la sanction. Et quand je parle de sanction, on n'est pas que sur du légal, puisqu'on a le cadre légal qui définit bien sûr ce qui est le garde-fou en entreprise, mais dans l'entreprise peut elle aussi définir son cadre à elle, qui peut être plus favorable que le légal. Enfin, on ne va pas refaire la question des accords entreprises, etc. Mais pour moi, l'entreprise doit définir ses règles du jeu à elle. Et surtout, une fois qu'elle a défini ce qui n'était pas autorisé, c'est l'appliquer pour de vrai. Et du coup, ça pose la question de l'exemplarité. Si je reprends l'exemple que j'ai donné en début de live avec une personne qui, comment dire, où un DG s'exprime devant plusieurs personnes et dit les Noirs, c'est le problème, les Noirs sont toujours le problème. En fait, là, on a un problème d'exemplarité. Il représente l'entreprise quand il dit ça. En tout cas, dans le... Pardon, si vous entendez la circulation. Dans l'imaginaire de l'entreprise, et même dans les faits, hein, j'ai envie de dire, il représente l'entreprise. Donc, il ne peut pas, si, en tout cas, en fonction des règles définies par le cadre de l'entreprise, il ne peut pas tenir ce type de discours face aux autres collaborateurs. Et donc, que faire dans ce type de situation? Il y a plusieurs niveaux de réaction et plusieurs niveaux de communication, en fait. C'est être, comment dire, expliquer... excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux dans ce que je voulais dire. Oui, dans ce type de situation, il y a plusieurs en fait, plusieurs niveaux, plusieurs façons de réagir. Il y a la réaction à l'instant T, si il y a d'autres personnes qui représentent l'entreprise et qui assistent à ce que dit ce DG, elles sont censées intervenir en fait. Elles sont censées recadrer dans l'instant. Si elles ne le font pas, on a déjà un premier niveau de souci. Ensuite, il y a le recadrage en tête-à-tête ou en privé en tout cas. Il y a la réaction également avec une communication officielle de l'entreprise. Expliquer, réexpliquer le point de vue de l'entreprise sur ce type de comportement et les attendus en termes de posture et de comportement. Il convient aussi de s'interroger sur comment on accompagne en fait, comment on accompagne la personne qui a été ciblée par la remarque,
comment on accompagne la personne qui a fait la remarque. Parce que pour moi, enfin, ça ne sert à... C'est une vision très court terme que de juste to blame, juste pointer du doigt et, et, et réprimander. Voilà. Ça va plus loin que ça. Si on considère vraiment que cette personne a de la valeur pour l'entreprise, a sa place dans l'entreprise, comment on l'accompagne pour que ça ne se reproduise pas? Et comment on accompagne l'entreprise en tant qu'organisation, en tant que corps collectif, pour, comment dire, pour faire en sorte que le message soit passé de ce qui compte pour l'entreprise, de la façon dont l'entreprise gère ce genre de situation. Et comment aussi on accompagne les témoins silencieux de ce genre de comportement. Est-ce qu'on les convie à... Il ne s'agit pas forcément de faire une réunion de crise, mais voilà, est-ce qu'on leur crée un espace d'échange? Est-ce qu'on les prend en solo pour échanger sur ce qui s'est passé pour elles? Voilà, il y a plein de niveaux de questions à se poser. Et en termes de communication officielle, si que le sujet a été dans l'entreprise ou qu'il a été à l'extérieur, mais a des répercussions à l'intérieur de l'entreprise, je pense que c'est intéressant quand on prend la peine de redéfinir le cadre, que la direction et le management prennent position, en fait, qu'ils expliquent à titre individuel, voire personnel, pourquoi ça les touche, que l'entreprise, que la direction explique pourquoi ce cadre ou ces règles ont été définies et pourquoi ils sont alignés en fait avec cette façon de faire et ce que ça représente pour elles. Pourquoi c'est important de faire ça? En fait, ça a beaucoup plus d'impact en fait d'avoir son DG, de se rendre compte que son DG est aussi un être humain comme soi-même, qui est touché et qui a des convictions, plutôt que d'avoir en fait une communication très formelle sur un sujet qui au final touche les gens assez intimement. Donc pour moi, l'idée, c'est de recréer de la proximité et du lien, puisqu'on est vraiment sur un sujet qui est lié à la relation. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ça me permet de faire passer la sirène. Ok. No questions so far. Ok. Alors du coup, avec quoi j'aimerais que tu repartes après ce live? Alors d'habitude, je donne 3 mots-clés. Cette semaine, c'était un peu plus compliqué de réduire, donc je crois que j'en ai 5. Le premier mot-clé, c'est la responsabilité. J'en ai beaucoup parlé. C'est super important, selon moi, de se poser des questions et de poser des limites, de les exprimer aussi à titre individuel, mais aussi de construire en fait quelque chose de différent au niveau collectif pour le bien et le mieux-être de tous. Ça me paraît essentiel parce que on est sur un sujet qui touche à un droit fondamental en fait et universel qui doit être vécu et assumé, mais aussi partagé. Donc on en revient à la gymnastique entre l'individuel et le collectif. Et c'est aussi en fait une source de réussite collective en fait de s'engager sur ce chemin-là. Ça peut être fédérateur également. Donc c'est une source de réussite collective
Et cette réussite collective, ça fait partie en fait des fondements de la raison pour laquelle on est en entreprise. Quand on rejoint une entreprise, c'est pour contribuer en fait, pour amener une contribution individuelle à un projet collectif. Donc cette question-là a pleinement sa part en entreprise et surtout, elle se construit à deux niveaux qui se nourrissent l'un l'autre en fait. Le deuxième mot-clé que je veux te partager, c'est le mot conviction. Conviction que je définis plus ou moins comme un mélange entre volonté, détermination et courage. Les deux ensemble. C'est envisager de faire les choses différemment sur cette question, déjà dans l'absolu, mais en particulier sur la question du racisme ou des discriminations en entreprise. C'est vraiment, ça n'est possible que s'il y a une réelle envie de faire différemment. Une réelle envie, donc la volonté, la détermination, des convictions, mais aussi du courage, parce que c'est le courage de sortir du silence, le courage de sortir du silence, quelle que soit sa position, sortir de ses habitudes, sortir de ses évidences et agir sans connaître le résultat à l'avance. Parce que quand on exprime son ressenti par rapport à un malaise, quand on le reçoit et quand on met en place des actions, on ne sait pas ce qui va se passer. On est vraiment sur de l'humain et du relationnel. Donc ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'envie et beaucoup de détermination et de conviction que de s'engager sur cette voie-là. Le troisième mot-clé, je les donne dans le désordre. Hein. Le troisième mot-clé sur lequel je voulais de nouveau insister, c'est la parole. C'est vraiment une des clés que de pouvoir créer un cadre qui permette de libérer la parole parce que je pense j'espère en tout cas l'avoir montré et j'espère que tu as pu le constater dans les médias. Sans cette parole, en fait, le sujet reste un non-sujet. En fait. Quatrième mot-clé, ouverture. Donc, si on libère la parole, il faut pouvoir être dans une posture d'ouverture ou d'accueil pour accepter d'écouter, accepter aussi que l'autre ne sache pas quoi faire en fait de ce que tu es en train de lui exprimer. Et du coup, on en revient encore à cette notion de responsabilité individuelle. Donc voilà. Et le dernier mot-clé, le cinquième, c'est la simplicité. Parce que je suis convaincue que les actions les plus simples sont souvent les plus efficaces dans ce type de situation. Plutôt que d'aller mettre en place un énorme plan d'action très lourd, etc. Non, rester sur des actions très simples et très basiques, surtout au départ. Donc, juste apprendre à se parler. Je pense que ça occupe déjà pendant un bon moment. Et ça permet aussi de désamorcer beaucoup de situations. Et simplicité aussi dans la façon de faire et dans la posture qu'on adopte. Je parlais dans les lives précédentes d'authenticité, de transparence. C'est ce que j'entends par cette idée de simplicité, c'est dire les choses simplement telles qu'elles se passent ou telles que tu les vis en fait de ton point de vue et accepter aussi que l'autre fasse de même. Et c'est en étant capable d'être dans cette simplicité-là qu'on construit des relations solides et qui sont intéressantes pour la vie de l'entreprise. Voilà ce que je voulais te partager sur ce sujet passionnant. J'aurais pu durer, je pourrais continuer encore très longtemps, mais je pense qu'il faut vraiment. J'ai fait le deuil de te partager, de tout te partager. Je suis curieuse de savoir comment tu reçois ce que je t'ai partagé, ce que ça t'évoque. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire maintenant ou par la suite, je regarderai les commentaires de toute façon, comme chaque semaine. Donc, je te laisse quelques secondes si tu veux me partager quelque chose right now. Alors.
Ok, bon, pas de commentaires sur Facebook. Est-ce qu'on a des commentaires ici sur... Hop, je vais enlever les notes. Sur Zoom. Nope. Eh bien, écoute, si là tout de suite il n'y a pas de commentaires, je ne vais pas faire le live durer plus longtemps. Donc, je te propose de me les mettre sous la vidéo ou sous le replay. Et je me ferai un plaisir d'y répondre ensuite. Et je te dis en tout cas merci de m'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui m'ont permis de préparer ce live et qui m'ont encouragé à le faire. C'était pas gagné. Donc, merci vraiment à vous toutes et tous. Et du coup, je te dis à toi à la semaine prochaine. Bye!